Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau.
C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. 8 personnes sur 10 dans le monde ne peuvent plus voir la Voie lactée. Et dans une centaine d'années seulement, elle pourrait n'être plus qu'une histoire oubliée. Ce n'est pas la galaxie qui disparaît, mais le cosmos qui s'efface. À l'époque de nos grands-parents, on pouvait lever les yeux et voir cette éclatante voûte étoilée, mais aujourd'hui, on est chanceux quand on peut compter les astres sur les doigts de la main. Cela n'a rien à voir avec la nature. C'est simplement dû à la menace grandissante de ce qu'on appelle la pollution lumineuse. La prochaine fois que vous vous promènerez dans une grande ville à la nuit tombée, prenez le temps de noter combien de lampadaires, de panneaux publicitaires au néon et d'immeubles de bureaux restent allumés toute la nuit. Ces éclairages urbains créent une luminosité artificielle qui rivalise avec la lueur naturelle des étoiles. C'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse, et elle ne cesse de s'aggraver. Chaque année, la Terre augmente sa luminosité de 10%. Cela signifie qu'une personne qui naît aujourd'hui dans une région où l'on peut voir environ 250 étoiles ne pourra en voir qu'une centaine arrivée à l'âge de 18 ans. Malheureusement, ce problème se pose déjà dans les grandes villes, où observer les étoiles ne se fait plus que dans les planétariums, à tel point que, lors d'un tremblement de terre qui a privé Los Angeles d'électricité dans les années 90, de nombreux habitants ont appelé les centres d'urgence pour signaler la présence d'un énorme nuage argenté dans le ciel nocturne. Ce qu'ils voyaient en réalité, peut-être pour la première fois, c'était la Voie lactée. Lorsque vous regardez la Terre depuis l'espace, vous pouvez voir les vastes régions d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie toutes illuminées. Singapour, le Qatar et le Koweït figurent parmi les pays les plus pollués par la lumière. À l'inverse, des endroits reculés comme la Sibérie, le Sahara et la forêt amazonienne sont plongés dans l'obscurité la plus totale. La pollution lumineuse se manifeste sous plusieurs formes.
Tout d'abord, il y a l'éblouissement. Par exemple, lorsque vous conduisez et que toutes ces lumières vives vous font littéralement mal aux yeux. C'est très désagréable. Ensuite, il y a l'accumulation, comme à Times Square avec toutes ces lumières brillantes éparpillées un peu partout. L'intrusion de lumière, c'est lorsque la lumière pénètre subrepticement dans des endroits où elle ne devrait pas se trouver, comme celle d'un réverbère dans votre chambre à coucher. Enfin, il y a la surillumination, qui consiste à utiliser beaucoup trop de lumière artificielle sans raison valable, comme quand les bureaux restent allumés toute la nuit alors qu'il n'y a personne. Et toutes ces formes de pollution lumineuse ne se contentent pas de nous voler la beauté du ciel nocturne. Elles perturbent également les études astronomiques. Lorsque nous dépendons trop des lumières artificielles, le travail des télescopes terrestres s'en trouve perturbé. Et lorsque ces équipements ne peuvent pas faire leur travail correctement, nous avons besoin de télescopes spatiaux encore plus coûteux, comme Hubble et James Webb. Et soyons honnêtes, nous parlons là de milliards d'euros. La transformation de la nuit en jour nous concerne tous, et pas seulement les astronomes. La lumière nocturne perturbe nos horaires de sommeil et l'horloge interne de notre corps. Cette horloge contrôle l'activité cérébrale, les niveaux d'hormones et les fonctions cellulaires. Lorsqu'elle est perturbée, cela peut entraîner des problèmes graves tels que la dépression, l'insomnie, les problèmes cardiaques, voire pire. L'un des processus clés qui est perturbé est la production de mélatonine, une hormone qui apparaît à la tombée de la nuit. Trop de lumière la nuit fait baisser le taux de mélatonine, ce qui entraîne du stress, de l'anxiété, des maux de tête et un manque de sommeil. La lumière bleue est particulièrement néfaste à cet égard. Vous pensez peut-être qu'il suffit d'activer le mode nuit sur l'écran de votre téléphone, mais vous vous trompez. La lumière bleue est également présente dans les ampoules LED, celles que nous utilisons à la maison et dans l'éclairage urbain parce qu'elles sont bon marché et économes en énergie. Ce que je veux dire, c'est que la lumière bleue est omniprésente et qu'il est très difficile de l'éviter complètement. C'est aussi en grande partie la raison pour laquelle nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'ampleur de la pollution lumineuse aujourd'hui. Certaines statistiques suggèrent que ce problème a augmenté de 49% en 25 ans, jusqu'en 2017. Mais le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Le fait est que la lumière bleue a des longueurs d'onde plus courtes, et les satellites dont nous dépendons aujourd'hui peinent à la détecter avec précision. Cela signifie qu'ils ne rendent pas compte de toute la mesure de la pollution lumineuse causée par les diodes électroluminescentes. Les animaux sont également perdus et désorientés. Leurs habitudes de sommeil sont elles aussi affectées. Une étude allemande a révélé que les merles des zones urbaines s'activent beaucoup plus tôt que ceux des habitats naturels. Ils se réveillent et commencent à chanter près de 5 heures plus tôt que leurs cousins de la campagne. Les comportements migratoires sont perturbés, en particulier chez les oiseaux, comme les moineaux et les grives qui se déplacent la nuit. Vous pouvez imaginer à quel point ils sont désorientés lorsqu'ils aperçoivent quelque chose comme la sphère de Las Vegas, éclairée par 1 ou 2 millions d'ampoules LED. La luminosité intense cache les étoiles et perturbe leur migration sur des milliers de kilomètres et de continents. Et ce n'est pas tout. L'éclairage artificiel est hélas également à l'origine de l'augmentation du nombre d'oiseaux qui s'écrasent sur les gratte-ciel et les immeubles de grande hauteur. Les insectes, notamment les moustiques, sont également affectés par la pollution lumineuse. Oui, ils sont un peu dégoûtants. Et cela ne vous dérange peut-être pas qu'ils soient attirés par les lumières artificielles et, qu'ils subissent leur sort. Mais n'oubliez pas qu'ils constituent une source de nourriture essentielle pour de nombreux animaux, comme les chauves-souris ou les grenouilles. Et qu'une perturbation de leur population pourrait perturber des chaînes alimentaires entières. Les lumières nocturnes posent également des problèmes sous l'eau. Les créatures marines qui vivent à proximité de panneaux lumineux au large de la côte galloise modifient leur comportement. Et il y a de moins en moins d'acidies et d'anémones de mer dans ces zones éclairées. Un autre exemple concerne les tortues de mer. Elles pondent généralement leurs œufs sur des plages et reviennent souvent au même endroit pendant des années. Mais lorsque ces plages sont trop éclairées la nuit, les tortues femelles peuvent être désorientées et elles décident de ne plus y pondre leurs œufs. Avons-nous vraiment besoin de toute cette lumière? Difficile à dire. Certaines personnes pensent même que c'est plus sûr ainsi. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Vous voyez, c'est généralement l'éblouissement qui perturbe notre vue. Voici un exemple. Un lampadaire puissant bloque votre vue près d'un portail, et vous ne voyez rien d'autre que la lumière. Mais si vous couvrez partiellement la lumière avec vos mains, vous pouvez soudain repérer un intrus. Waouh! Ce que je veux dire, c'est que plus de lumière n'est pas toujours synonyme de plus de sécurité. Il s'agit de l'utiliser correctement. Et le fait de réduire l'intensité de l'éclairage peut en fait renforcer la sécurité.
De plus, cela peut vous faire économiser de l'argent. À ce propos, le gaspillage de lumière a un impact considérable sur l'économie. Prenez par exemple un lampadaire classique. La lumière qu'il projette directement ne représente que 30% de la lumière totale qu'il émet. Rien qu'aux États-Unis, environ un tiers de la lumière nocturne est gaspillée. Cela représente un coût annuel stupéfiant de 2,2 milliards de dollars. Les lumières électriques n'ont pas que des inconvénients, bien sûr. Elles nous ont apporté de bonnes choses, comme l'allongement de nos journées, qui nous permet de faire plus de choses et de nous amuser après le travail. Mais nous pouvons tout à fait minimiser ce problème. Éteindre toutes les lumières serait formidable, mais soyons réalistes, c'est très difficile, voire impossible, de nos jours. Alors, que pouvons-nous faire? Utiliser des dispositifs sophistiqués tels que les variateurs de lumière, les minuteries et les détecteurs de mouvement pour s'assurer que notre éclairage est ultra efficace. Optez plutôt pour des lampes aux couleurs chaudes que pour une lumière bleue trop crue. Et utilisez des appareils d'éclairage à enveloppe fermée, comme ces magnifiques lampes de table à l'ancienne. Elles dirigent la lumière vers le bas, où vous en avez besoin, et vous évitent d'être ébloui et d'éclairer ce qui n'a pas à l'être. De plus, en réduisant le gaspillage de lumière, vous n'aidez pas seulement la planète, vous économisez aussi de l'argent sur votre facture d'électricité. Tout le monde y gagne. Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe. Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer, ou de vous souvenir, de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel? Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connue sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue. Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparées à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent.
Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir. En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse. Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion, et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles. Et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années. Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz.
ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors, que nous réserve l'avenir ? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait. L'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient, et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant. L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve ? Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes. Mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort.
Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glaces situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile
c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans. Ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation,
Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras. Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que 2 étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Bien que certains événements astronomiques soient assez courants, il en existe d'autres qui ne se produisent qu'une fois tous les ans ou même une fois par siècle. Examinons les phénomènes les plus fascinants et les plus rares que nous pourrions un jour contempler. Le premier événement céleste remarquable de notre liste est la pluie de météores des Perséides, qui se déroulera du 17 juillet au 24 août 2024. Ce spectacle sera l'un des plus éclatants de l'année. À son apogée, entre le 12 et le 13 août, vous pourrez observer jusqu'à 100 météores par heure, à condition de vous trouver dans un endroit dénué de pollution lumineuse. Cette pluie de météores résulte des débris laissés par la comète Swift-Tuttle. Lorsque ces météores traversent l'atmosphère terrestre, ils laissent souvent derrière eux de longues traînées lumineuses et colorées. Le moment idéal pour admirer ce spectacle cosmique est juste avant l'aube. Le 2 octobre 2024, les Patagoniens auront l'opportunité d'admirer une éclipse solaire annulaire, communément appelée anneau de feu. Ce phénomène se produit lorsque la Lune est légèrement plus éloignée de notre planète. Dans ce cas, lorsque les disques de la Lune et du Soleil s'alignent, l'ombre de la Lune n'arrête pas totalement la lumière solaire, laissant apparaître un anneau de lumière autour de la Lune. Cette fois-ci, l'anneau de feu sera visible depuis le sud du Chili et de l'Argentine.
Il est donc conseillé de réserver votre vol dès à présent. Un autre événement astronomique notable se déroulera du 6 au 10 octobre 2024, la pluie de météores des Draconides. Durant cette période, les météores seront plus susceptibles d'être observables en soirée plutôt qu'au petit matin. En général, cette pluie est relativement modeste, produisant seulement une poignée de météores par heure. Toutefois, les astronomes mentionnent que l'existence d'un événement draconide rare et spectaculaire, capable de projeter plusieurs centaines de météores dans le ciel en une heure. Aurons-nous la chance de vivre un tel spectacle cette année? Seul le temps nous le dira. À partir du 12 octobre et durant la semaine suivante, vous aurez l'occasion d'observer une comète passer à proximité de notre planète. Bien que cet astre imposant, au nom difficilement prononçable de Tsuchinshan Atlas, se trouve à environ 70 millions de kilomètres de la Terre à son point le plus proche, il pourrait bien être visible à l'œil nu. Les comètes sont réputées pour leur imprévisibilité. La majorité de ces corps célestes, composés de poussière et de glace, seraient originaires des confins du système solaire, où ils ont passé des millions d'années dans l'obscurité, inertes et ignorés de tous, tout comme moi au collège. À présent, certaines d'entre elles se rapprochent du Soleil, et de nombreux experts anticipent déjà un spectacle céleste époustouflant en octobre. Si vous manquez les pluies de météores précédemment mentionnées, vous aurez une autre opportunité. Les Orionides s'étendront du 26 septembre au 22 novembre 2024. Parfois, cet événement peut produire entre 40 et 70 étoiles filantes par heure. Mais récemment, le nombre maximal a été réduit à une vingtaine ou une trentaine de météores observables. Et pour clore l'année, nous assisterons à la pluie de météorites des Géminides, du 4 au 17 décembre 2024. Cet événement s'annonce tout simplement époustouflant. Les astronomes considèrent cette pluie comme l'une des plus spectaculaires de l'année, en raison de la luminosité des météores attendus. Environ 120 étoiles filantes devraient fendre le ciel à chaque heure. Fait intéressant, alors que la plupart des pluies de météorites proviennent de comètes composées de poussière et de glace, les Géminides proviennent d'un astéroïde rocheux, nommé 3200 Phaéton. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à classifier ce dernier, car il possède une queue et s'illumine en s'approchant du Soleil, tout comme une comète. En revanche, les astronomes ont récemment découvert que la queue de l'astéroïde était constituée de gaz de sodium et non de poussière. Et maintenant, projetons-nous plus loin dans le futur. En 2029, nous assisterons à l'éclipse lunaire la plus sombre du siècle. Une éclipse lunaire se produit lorsque notre satellite naturel est entièrement caché dans l'ombre de la Terre. Parfois, au cours de ce phénomène, la Lune peut se teinter d'un rouge vif. Normalement, plus la Lune se rapproche du centre de l'ombre de notre planète, plus l'éclipse est sombre. Et selon les experts, l'éclipse du 26 juin 2029 sera particulièrement obscure. Elle durera environ 1 heure et 42 minutes et sera encore une fois visible depuis l'Amérique du Sud. Alors pensez à réserver vos billets. Une superlune qui est également la seconde pleine lune à apparaître au cours d'un même mois est appelée superlune bleue. Ces superlunes ne suivent pas un cycle régulier et se produisent environ tous les 10 ans. Selon la NASA, les prochaines superlunes bleues auront lieu en janvier et en mars 2037. 3 ans plus tard, en 2040, nous assisterons à une véritable parade planétaire, où 5 corps du système solaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, s'aligneront. Bien que ce ne soit pas une ligne parfaitement droite, ce sera tout de même un spectacle édifiant. Certaines planètes, comme Vénus et Jupiter, peuvent être observées même dans les grandes villes à l'œil nu. Mais pendant ce défilé, vous pourriez apercevoir encore davantage de planètes. Peut-être est-il temps d'investir dans un télescope. La superlune la plus lumineuse du XXIe siècle se produira en 2052. En effet, l'orbite de notre satellite naturel n'est pas parfaitement circulaire, puisque la Lune poursuit une trajectoire elliptique autour de la Terre. Ainsi, il y a 2 points distincts, le plus proche de la Terre, appelé périgée, et le plus éloigné, connu sous le nom d'apogée. Le 6 décembre 2052, nous assisterons à une superlune éblouissante. Notre satellite se trouvera alors à environ 356 000 km de notre planète, ce qui est légèrement plus proche que d'habitude. En 2060, nous pourrons observer une comète nommée 15P Finlay. Ce sera l'une des comètes les plus proches de notre planète au cours depuis les 100 dernières années, passant à environ 5 millions de kilomètres de nous.
À chaque fois qu'une comète s'approche du Soleil, elle se réchauffe et commence à émettre des gaz et de la poussière, ce qui lui donne l'aspect d'une petite étoile. Grâce au vent solaire, elle développe également une longue et magnifique queue. Plus une comète passe près de la Terre, plus elle apparaît brillante dans le ciel. Préparez-vous donc à en prendre plein les yeux. En 2084, un phénomène connu sous le nom de « éclipse de Terre » devrait se produire, ce qui sera l'un des événements astronomiques les plus captivants du XXIe siècle. Malheureusement, nous ne pourrons pas admirer ce spectacle depuis la Terre, bien entendu. Cependant, nous pourrions avoir la chance de l'observer depuis Mars. Pendant cet événement, la Lune et la Terre passeront devant le Soleil, apparaissant comme des silhouettes sombres. Cet événement, connu sous le nom de transit planétaire, est semblable à une éclipse solaire, mais avec des objets autres que la Lune. En l'an 2100, pour ceux d'entre nous qui seront encore là, l'étoile polaire sera au plus proche du pôle céleste nord. Les navigateurs utilisent cette étoile emblématique depuis des siècles pour se repérer. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'est pas tout à fait alignée avec le nord. La Terre ne possède pas d'axe fixe. Elle tourne dans l'espace comme une gigantesque toupie au cours d'un processus dit de précession orbitale. C'est pourquoi l'étoile polaire change lentement de position dans le ciel. Mais le 24 mars 2100, l'étoile polaire sera enfin alignée avec le véritable nord de notre planète. Ensuite, elle commencera à s'éloigner à nouveau, pour ne revenir que dans 26 000 ans. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un événement exceptionnellement rare. De plus, ce sera en quelque sorte le cadeau d'adieu de l'étoile polaire. Étant donné que l'axe de la Terre est en perpétuel mouvement, dans environ 2000 ans, cette étoile sera remplacée par une autre. Gamma Cephei. Ainsi, en 2100, l'étoile polaire sera la plus proche de notre planète avant très longtemps. J'espère que vous avez pris note des événements astronomiques les plus fascinants des 100 prochaines années. Le plus incroyable, c'est que pour la plupart d'entre eux, vous n'aurez même pas besoin de télescope. Ils seront visibles à l'œil nu. Oh, regardez-moi ça! Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiés il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible ? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz.
rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causée par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre.
Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae.